La Russie affirme que les Ukrainiens ont attaqué un dépôt de pétrole à Belgorod. Voyez les images de la frappe. Belgorod, à 80 km au nord de Kharkiv, qui est la deuxième ville d'Ukraine. Oui, pour la première fois depuis le 24 février, depuis le début de cette guerre, l'armée ukrainienne aurait donc conduit une attaque en territoire russe. Belgorod, c'est une vingtaine de kilomètres à peu près de la frontière en territoire russe. Et donc, il y a ces images que l'on voit maintenant sur les réseaux sociaux de ce dépôt de carburant en flammes et de ces hélicoptères, deux hélicoptères qui volent en basse altitude et qui seraient, d'après le gouverneur de Belgorod, des hélicoptères ukrainiens qui auraient donc mené cette attaque sur ce dépôt de carburant, sachant qu'il y a 2 jours, on se demandait si ce n'était pas un dépôt de munitions déjà qui avait été visé par des Ukrainiens. Côté ukrainien, il n'y a aucun commentaire, aucune confirmation. Si cependant cette information se vérifiait, ça voudrait dire que quand même les Ukrainiens, l'armée ukrainienne s'enhardit avec cette attaque audacieuse de ces hélicoptères ukrainiens en territoire russe. Alors quel est le but? Vous le disiez, on n'est pas très loin de Kharkiv, qui est pilonnée, cette ville ukrainienne qui est pilonnée depuis le début par l'armée russe. On est tout près donc de ces troupes russes qui se sont rentrées en territoire ukrainien. Et le but, manifestement en visant les dépôts de carburant, c'est d'essayer de priver l'armée russe de ces dépôts qui permettent évidemment l'avancée logistique. Donc là, on voit bien une attaque ukrainienne, encore une fois, pas confirmée côté ukrainien, mais une attaque qui vise donc des dépôts de carburant de l'armée russe pour tenter de freiner évidemment la progression des Russes. Qu'en pensez-vous, le général Allard? Eh bien, partons donc du principe que c'est effectivement une attaque ukrainienne contre un dépôt russe. Je voudrais dire qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine et qu'aucune règle ne prévoit que ce conflit doive se passer sur le territoire ukrainien. La deuxième chose, c'est que les arrières russes sont peut-être moins bien protégés que les troupes de l'avant, puisqu'il y a le système de dissuasion russe qui a été mis en place, annoncé, mis en alerte le 27 février, consiste en toute une série de défenses antiaériennes pour empêcher les raids d'aviation. Ce raid d'hélicoptères passe largement en dessous de ces radars, certainement, et de ces détections, et donc a pu s'exécuter, je pense, techniquement assez facilement. D'autant plus facilement sur le territoire russe qui est moins bien protégé que sur les forces au contact qui, elles, disposent de systèmes antiaériens et puis de guets même de la part des unités qui permettent de voir les hélicoptères et de leur tirer dessus avec tout moyen déployé sur le terrain. Là, on est dans des dépôts, on est dans des choses qui sont certainement moins bien défendues. Et l'entreprise publique Rosneft, qui est propriétaire des lieux, affirme qu'elle a eu le temps d'évacuer le personnel sur place. La question que l'on peut se poser en voyant ces images, c'est pourquoi la Russie a fait savoir qu'elle avait été attaquée par les Ukrainiens. Ça peut aussi être interprété comme une preuve de faiblesse. Elle n'a pas vraiment le choix parce que ces images, elles sont partout, sur les réseaux sociaux aussi en ce moment. On voit bien ces dépôts en flammes. Les habitants, vous l'imaginez aussi, le voient. Donc il faut aussi avancer une explication. Alors c'est vrai que ce que disent les Russes, et c'est d'ailleurs le gouverneur de cette région de Belgorod qui a fait ce premier communiqué en accusant les Ukrainiens de cette attaque, disent que la situation est maintenant sous contrôle, que des secouristes, près de 200, sont arrivés sur place pour tenter d'éteindre l'incendie, que les habitants aux alentours ont pu être évacués. Il y aurait, d'après ce que disent les Russes, 2 blessés, mais voilà, que l'attaque n'aurait pas fait davantage de victimes. Tout ça est pour le moment à prendre avec, évidemment, avec prudence. Mais voilà ce que, en tous les cas, disent les Russes. Donc il fallait aussi trouver une explication à ces flammes que l'on voit s'élever sur cette ville de Belgorod, sachant encore une fois qu'il y a 2 jours, il y a eu cette explosion dans un dépôt manifestement de munitions et que là, les autorités russes
au départ, ont accusé les Ukrainiens avant de se rétracter et d'essayer de trouver une autre explication à ce qui venait de se produire. On n'a toujours pas d'ailleurs le fin mot de l'histoire de ce qui s'est passé mercredi dernier. Mais si cette attaque est avérée, enfin, en tout cas, les images sont réelles, mais si cette attaque provient bien des Ukrainiens, c'est quand même très fort en termes d'offensive, de contre-offensive ukrainienne. L'armée russe est censée être la deuxième armée au monde. Elle piétine sur le terrain dans beaucoup de zones, elle se trouve en difficulté, et on voit apparemment que l'Ukraine est en capacité de répliquer. Est-ce que ça vous surprend en général? Moi, ça me surprend, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, parce que, enfin, moi ça ne me surprend pas, parce qu'il y a des combats en permanence en Ukraine. Et donc, des attaques en hélicoptère, il y en a en permanence d'une force contre l'autre et vice-versa. Là, c'est un raid vers un objectif qui était, à mon sens, payant, puisque c'est des dépôts, peut-être les dépôts de munitions, en tout cas les dépôts de carburant. Et c'est un raid qui a pu être monté certainement assez facilement, puisqu'il n'est pas dirigé contre des forces déployées sur le terrain avec leur armement et tout leur personnel aux aguets, mais contre une profondeur logistique qui est moins bien défendue. Mais ce qui pose problème pour les Russes maintenant, c'est de se dire que au-delà du terrain qu'ils tiennent en Ukraine et qu'ils doivent défendre, ils doivent désormais défendre leur profondeur stratégique, logistique, un peu de partout en Ukraine, ou tout au moins à portée d'un raid d'hélicoptères jusqu'à une centaine de kilomètres à l'intérieur de leur terre. Yves Bertoncini. Oui, ben la géographie, on voit la carte du raid nous renseigne sur ce qui est en train de se passer, puisque c'est quand même vrai que les Russes étaient tout proches de Kiev, visiblement ils butent sur Kiev, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conflit sans doute va se reconcentrer essentiellement sur l'Est, et les Russes n'avaient pas réussi à prendre Kharkiv, là c'est dans la région de Kharkiv, mais précisément puisqu'ils se concentrent sur l'Est, ben, les Ukrainiens ont beau jeu d'aller frapper dans cette région-là, et même au-delà de la frontière. Ça, c'est, je dirais, l'atteinte symbolique, au-delà de la frontière, des éléments de la chaîne d'approvisionnement en carburant de l'armée russe de ce côté-ci. Donc ça, c'est une bonne opération. Ce qu'a bien dit Magali Martès, c'est que de toute façon, les autorités russes n'avaient pas vraiment le choix d'expliquer ce qui s'est passé, parce que c'est quand même une guerre sous l'œil des réseaux sociaux. Maintenant, il faut voir quelle sera la gestion politique de cette attaque symbolique, parce que les Russes peuvent tout à fait surenchérir. Oui, c'est le risque. Ils sont atteints, ils ont des moyens, parce que quand je dis qu'ils ne sont pas sur Kiev, en tout cas en capacité de prendre Kiev, en revanche, ils sont en capacité de bombarder Kiev, ils sont en capacité d'utiliser d'autres armements non conventionnels, chimiques, bactériologiques, ils sont en capacité de continuer à martyriser des villes comme Mariupol, mais moi, je ne serais pas surpris, hélas, que les Russes, du coup, même s'ils se concentrent visiblement sur l'Est, c'est peut-être ça leur but maintenant, je dirais en seconde main, parce que leur but premier, mais ça, visiblement, il est hors d'atteinte, c'était de prendre le contrôle de toute l'Ukraine. Je ne serais pas surpris qu'ils surenchérissent ailleurs que dans l'Est, eux aussi, avec un raid quelque part pour montrer que même si c'est là maintenant que ça va se jouer, eux aussi peuvent aller frapper autre part. Ce qui se passe montre que le conflit n'est pas près de se terminer. Et on va aller sur le terrain du conflit, retrouver Antoine Bourdarias avec Adrian Akko. Antoine Bourdarias, vous êtes sur la route d'Irpin, où vous avez rencontré de nombreux habitants qui cherchent à fuir les combats. Les habitants ont été évacués, mais l'inquiétude reste forte, Antoine. Oui, exactement. On est avec Adrian Akko à exactement 5 km de la ville d'Irpin. On est toujours finalement à l'intérieur de Kiev. Regardez sur ces images d'Adrian, à l'intersection à gauche, à peu près à 200 mètres d'ici, il y a le dernier checkpoint en direction d'Irpin qui mène, vous savez, à ce fameux pont qui a été détruit au début des combats il y a plusieurs semaines. Nous ne pouvons pas aller tout de suite à cette intersection avec notre caméra, bien sûr, parce que ce checkpoint est tenu par des militaires en armes et il ne faut absolument pas les filmer ou les montrer à la télévision. Vous l'avez dit, à l'instant, il y a des ambulances qui viennent de partir d'ici à Kiev en direction d'Irpin, car si Irpin est libéré, et c'est confirmé par les autorités ukrainiennes depuis le début de la semaine, la situation reste très dangereuse là-bas et il faut continuer d'évacuer les civils, notamment des personnes âgées qui sont restées abritées dans des abris anti-bombes. Depuis quasiment le début du conflit, il y a énormément de travail des autorités d'Irpin pour
pour nettoyer la ville, car les Russes sont encore assez proches, même s'ils se sont repliés. Et puis surtout, il y a de très nombreuses mines qui ont été laissées par les troupes russes, qui se sont repliées depuis plusieurs jours. On a parlé hier avec un ambulancier qui nous assurait que d'ici peut-être plusieurs jours, ce serait possible de retourner à Irpin pour certains habitants, alors que le maire, lui, est resté beaucoup plus prudent. Il a appelé lors d'une conférence de presse les habitants d'Irpin qui ont fui la ville depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines à ne pas revenir pour le moment dans leur ville. Antoine, comment se passent les déplacements? Parce qu'avec Adrien Acco, vous avez traversé une partie du pays et là vous êtes sur la route d'Irpin. On imagine que la route n'est pas totalement sécurisée. Racontez-nous. Alors, pour venir jusqu'à Kiev, c'est étrangement assez facile. Il y a des checkpoints un peu partout sur la route entre l'ouest et le centre du pays. Évidemment, lorsque vous êtes à Kiev et dès que vous voulez vous déplacer vers le nord-ouest de Kiev, vers toutes ces villes finalement qui étaient très stratégiques pour les Russes pour pouvoir essayer d'envahir la capitale ukrainienne, je veux parler de Boutcha, de Hostomel ou encore d'Irpin, évidemment là, c'est beaucoup plus difficile de passer les checkpoints. Si nous nous trouvons au moment où je vous parle à seulement 5 km d'Irpin, c'est parce que les militaires ne veulent pas nous laisser passer jusqu'à Irpin, bien sûr pour des questions de sécurité. Et puis à chaque fois, il faut montrer patte blanche avec des accréditations. Vous ne le voyez pas sur cette image, mais juste devant moi, derrière Adrien Acco, nous sommes à peu près une dizaine d'équipes de journalistes à attendre enfin un feu vert des autorités pour pouvoir peut-être aujourd'hui nous rendre dans la ville d'Irpin qui est à moitié détruite. Merci beaucoup Antoine Bourdarias et Adrien Acco en direct de la route d'Irpin, nos envoyés spéciaux en Ukraine. À quelques kilomètres de là, à Kiev, la capitale même, on va retrouver Romain Goupil comme chaque jour. Romain qui est installé dans la capitale chez les Ukrainiens et qui nous raconte comment les Ukrainiens font face à cette guerre chaque jour, au 37e jour de l'offensive russe. Romain, bonjour. Vous êtes avec Vladislav Kornienko, directeur du cirque de Kiev. Bonjour Vladislav. Et vous avez envie ce matin de nous faire part d'un témoignage, un témoignage très fort, celui de votre ami Vladislav, qui a échappé aux Russes, caché dans sa cave à Irpin, où était Antoine il y a quelques instants. Racontez-nous. D'accord. Bonjour. Aujourd'hui, traditionnellement, avec notre collègue français, notre ami Romain Goupil, Romain réalisateur, alors nous reportons depuis l'Ukraine, depuis Kiev. La situation dans la capitale de l'Ukraine reste tendue. Il y a 3 jours, la petite ville d'Irpin, on a parlé de Irpin déjà, a été libérée de l'armée russe. Cette ville est située dans la banlieue de Kiev, à environ 15 km de la rocade. Les civils de la ville d'Irpin sont sous occupation russe depuis plus de 30 jours. Beaucoup de gens sont morts pendant cette période. Il s'agit principalement de personnes âgées, des femmes et d'enfants. Je veux maintenant raconter l'histoire de notre collègue qui a été miraculeusement sauvé des ruines dans un immeuble résidentiel. Cette femme est actuellement dans un état nerveux grave et elle se trouve dans notre hôtel de cirque. Son histoire est plus effrayante que les films d'horreur. Pendant l'occupation, quelques semaines, elle a dû rester dans le sous-sol de sa propre maison. Dès qu'elle a commencé à se déplacer dans la maison, les soldats russes l'ont remarqué et ont commencé à tirer. Elle était allongée tout le temps, regardant par la fenêtre brisée. Pendant plus de 30 jours, elle a été seule, sans lumière, sans téléphone, sans chauffage. Il y avait très peu d'eau et de vivres. Elle a appris à partager un verre d'eau 3 fois par jour. Elle a mangé 1 fois par jour. Elle a même appris à utiliser, secrètement les toilettes. Elle a vu des soldats russes cambrioler les maisons des habitants de la ville. Lorsque la roquette a touché une maison voisine, cette maison a pris feu. Elle a prié Dieu pour que sa maison ne prenne pas feu. Elle aurait pu mourir dans l'incendie. Et Dieu a entendu ses prières, et la pluie éteint le feu. Elle a survécu.
Lorsque 33 jours plus tard, les soldats ont commencé à frapper à sa porte, elle s'est levée et elle s'est allée au combat, les jambes faibles. La femme a crié aux soldats, « Je vais vous tuer, ne rentrez pas chez moi ». Elle n'avait plus peur de personne ni de rien. Mais c'était des soldats ukrainiens. Lorsqu'elle a été emmenée sous les balles à Kiev, elle a serré le soldat ukrainien dans ses bras. Elle a pleuré de bonheur. Aujourd'hui, cette femme ne veut communiquer avec personne. Elle dit que sa ville d'Irpin est complètement détruite et qu'elle n'y vivra jamais. Ceci conclut mon rapport. Lors de prochaines rencontres, nous vous raconterons d'autres témoignages de la pire guerre du XXIe siècle. Merci pour votre attention, merci pour tout et au revoir. Merci beaucoup Vladislav, et on comprend la détresse de votre amie terrifiée après ce qu'elle a vécu à Irpin, et merci beaucoup à Romain que l'on retrouve chaque jour depuis Kiev, qui vit toujours sous la menace de cette guerre qui est loin d'être terminée. Alors est-ce que les